Ce 101% mérite un pré-générique parce que jamais dans l'histoire de 101% on avait eu autant d'emmerdes d'affilée avant de commencer à tourner. Je suis arrivé, je sais pas à quelle heure il est, mais on a commencé à allumer cette lampe qui a pété. Donc il a fallu changer d'ampoule. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d'ampoule. Donc il a fallu... Ça s'est coupé pendant que je parlais. Ok. Bon, après, on va jamais y arriver. Après, quand on a réussi à changer l'ampoule, on a voulu commencer à tourner, mais ça ne marchait pas. L'image, le son, on n'arrivait pas à l'ordinateur. On n'a pas compris, on a cherché pendant super longtemps. En fait, le fil n'était pas branché à la caméra. Pardon. Donc on a branché le fil. Après, j'ai voulu commencer à tourner et le micro ne fonctionnait pas. Donc on a changé de micro. Quand j'ai recommencé à tourner, ça ne fonctionnait pas. Mais pourquoi ça coupe tout le temps en plus ? Bon, bref, et là, je sais plus. Il y a eu aussi la batterie de la caméra. Et la batterie de la caméra qui s'est éteinte, et donc on n'a pas pu continuer, et là ça s'arrête toutes les 30 secondes, comment on fait ? Bonjour, bienvenue dans 101%. Et en plus, j'ai oublié de le dire, mais j'ai un bouton là. Et ça veut dire que j'enregistre 420% et ça veut dire que pendant 15 jours, vous allez me voir avec un bouton là. Voilà, super. Donc c'est à 101% avec Pico Pico. L'invité, c'est Yamane Michiru. Je le dis. La critique du jeu, c'est Darkstalker Resurrection. J'aime beaucoup Darkstalker. C'est un bon jeu de baston qui, finalement, Capcom s'en est pas tant servi de ça, de ce jeu, je trouve. Enfin, il a été sous-exploité. Retro and Magic sur Space Quest. On va commencer avec les news, mais avant qu'on voit les news, un petit indice sur le sujet de l'émission. Je vous laisse aller chercher sur internet. Les Incas plaçaient souvent un coprolithe dans la bouche de nombreux condamnés qu'ils voulaient ainsi doublement déconsidérer. Voilà, c'est vrai. On va parler histoire et on va parler coprolithe. Voilà, les news. Gone Home est un jeu indé développé par The Fulbright Company, un studio basé à Portland, fondé entre autres par Steve Gaynor, ancien level designer pour Irrational Games, sur plusieurs BioShock. Gone Home est un jeu d'exploration à la première personne proche d'un point and click. Le titre met le joueur dans la peau d'une ado américaine en 1995 sur fond de musique punk à tendance féministe. Si tout le monde ne sera pas tenté de s'identifier à une ado américaine ou ne sera pas touché par des références trop outre-Atlantique, certains détails font tout de même mouche. Par exemple, cela devrait parler à ceux qui ont déjà enregistré des épisodes de X-Files en VHS ou ont griffonné le contenu d'une cassette audio sur l'étiquette de celle-ci. Le jeu est prévu pour la seconde moitié de l'année 2013 pour Windows, Mac et Linux. Fez, sorti en avril 2012, a été un des jeux marquants de la scène indé de l'an dernier. Le titre avait été d'autant plus médiatisé dans le milieu car il avait été une des stars du film Indie Game The Movie, aux côtés de l'équipe de Super Meat Boy et de Jonathan Blow qui travaillait alors sur Braid. Astucieux pour ne pas dire retors, Fez est pourvu d'une sublime esthétique pixel art. Le jeu a fait le bonheur de ceux qui ont accès au XBLA et le désespoir de ceux qui ne possèdent pas la console de Microsoft. Heureusement, le jeu de Phil Fish arrive enfin sur les systèmes Windows à partir du 1er mai prochain. Ceux qui n'ont pas encore pu s'essayer aux aventures et aux puzzles que doit résoudre Gomez, le petit personnage avec son chapeau typique, vont être aux anges. Une version Mac devrait voir le jour par la suite et un portage sur Vita serait même en discussion. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce jeu, le sujet avait été longuement abordé durant un extra live de mai 2012 ainsi que la critique du jeu. Les deux sont bien sûr disponibles sur No Life Online. Big Buddy est un jeu d'action plateforme musicale développé par le studio indé Strix depuis 2009. Basé à Hambourg, il s'agit d'une équipe de 5 personnes qui veulent faire voyager le joueur dans la musique. Chaque élément d'un niveau correspond à un élément rythmique ou à un instrument. L'interaction avec le joueur aura donc un impact direct sur la musique du jeu. Certains musiciens auront évidemment filé un coup de main à l'élaboration des musiques, élément central du jeu, dont Austin Wintory, le compositeur des musiques de Journey. Une démo du jeu est sortie gratuitement sur Steam en avril 2012 et elle est toujours disponible d'ailleurs. Mais après un an de silence ou à peu près, une fois les retours des joueurs sur la démo bien assimilés, l'équipe revient avec son titre rythmique. Celui-ci semble avoir connu un bon boost graphique et vise désormais une sortie pour Windows durant l'été 2013.
Donc, j'ai vu un reportage ce week-end sur Arte et ça parlait de pipi. Et ça m'a donné envie de me renseigner sur toutes les inventions qui étaient liées au pipi et au caca. Voilà, un sujet intéressant ma foi. Eh bien, sachez que j'ai découvert des choses. Par exemple, au Nigeria, il y a une jeune fille qui a eu l'idée, avec ses camarades de classe, elle a inventé un système... donc, avec ses copains de classe, via électrolyse, elle extrait du pipi l'hydrogène, de l'urine en fait, qu'elle place dans une bouteille de gaz, et avec ça, elle utilise un appareil qui transforme le gaz en électricité très classique, et elle a réussi à avoir 6 heures d'électricité avec 1 litre d'urine. Vous vous rendez compte? Peut-être que le pipi va sauver le monde. On regarde Pico Pico sur Yamane Michiru. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui, on va rencontrer Yamane Michiru, qui est une grande compositrice de chez Konami, où elle avait travaillé sur des jeux comme Detanwa Twinbee, mais aussi sur divers épisodes de la série Castlevania, notamment Symphony of the Night. On va aller voir ça tout de suite. Yamane Michiru fait partie des grandes personnalités du paysage musical des jeux Konami, pour qui elle a composé pendant près de 20 ans. De la génération 8 bits jusqu'aux consoles actuelles, en passant par l'arcade, elle a travaillé sur une multitude de titres avec les autres musiciens du développeur, mais son fait d'arme le plus important, c'est bien sûr Castlevania. Elle composera les musiques de 10 épisodes de la série, dont le fameux Symphony of the Night. Depuis l'enfance, Yamane Michiru se passionne pour la musique, notamment le piano et l'orgue. Elle décide très tôt de se tourner vers la composition. Vers la fin de ses études de musique à l'université, elle répond à une petite annonce de Konami qui recrutait des compositeurs et se voit embaucher le jour même de son entretien. Je m'appelle Michiru Yamane et je suis compositrice de musique. 一番最初は新人研修っていうのがあって、でその研修の時にもう作曲できる人を作ってみましょうって感じで、一番最初のお仕事がリサの妖精伝説っていうファミコンのゲームでした。でそのゲームの音楽、少しだけやって、でその後正式に配属された時に頑張れ五右衛門2だったかな、それもファミコンのゲームでした。音楽が好きでしたので、小さい頃からラジオやテレビで流れてくるアメリカのポップスやとかフレンチポップスとか、それから特に影響を受けたのは坂本龍一さんのイエローマジックオーケストラ、もちろん伝統的な古典のクラシックの音楽も勉強してましたので影響を受けたと思います。でそれから最近では菊池成吉さんっていうジャズの先生のところのプライベートスクールに通って勉強していましたので、彼の影響も受けていると思います。Après avoir composé pour de nombreux titres 8 et 16 bits, seul ou avec l'équipe son de Konami à Kobe, Yamane Michiru est appelée à Tokyo pour travailler sur la série Castlevania. C'est son background de musique classique qui fait qu'elle fut choisie. Elle composera ensuite pour cette série pendant presque 15 ans. Le premier épisode sur lequel elle travaille sera Castlevania The New Generation sur Mega Drive. Lorsqu'elle travaille pour le jeu suivant, Symphony of the Night, elle possède davantage de marge de manœuvre. C'est alors qu'elle installera cette ambiance musicale gothique avec de nombreux instruments classiques comme le clavecin. 大きな違いは2つあると思います。1つはグラフィックが違ってて、ヴァンパイアキラーの方のキャラクターはマッチョな人がいっぱい出てきて、それでなので音楽もそれまでの悪魔女ドラキュラの雰囲気の流れに沿ってロックとか割と激しい感じで作りました。それであとはハードもその頃のメガドライブのハードに合わせたものだったのでシンプルな構成で作らなければならなかったので、そこが一番違うと思います。で2つ目は、月下の野草曲になった時に小島よみさんの絵に変わったので、なんていうの、綺麗で短美な世界に少し変わりましたので、それに合わせて音楽もそれまでの流れも組みつつ、ちょっと新しい感じの曲も入れて、最初はチームでもどうかなってなったんだけど、いいんじゃないのっていうことで少し今までと違う感じの月下の悪魔城の曲ができたと思います。やっぱり
一番最初の悪魔城シリーズだから私が担当する前のファミコンの頃のブルーディティアーズとか本当に名曲中の名曲と言われているの流れを意識したものと、その悪魔城っていうかヴァンパイアキラーだから吸血鬼がいた頃の中世のヨーロッパのその時の音楽のスタイルだから教会の音楽とか、パイプオルガンとか合唱とかそういうものはゼロにはならないっていうか、そういうものは必ずある、もうなんか定番のものっていうふうに私もチームの人も解釈してたと思います。Après 20 ans passés chez Konami, à travailler sur de nombreux jeux comme les Nemesis, Contra, Sparkster, Oz ou encore Suikoden, parfois en collaboration avec le reste de l'équipe de compositeurs, Yamane Michiru décide de tourner la page. Comme de nombreux compositeurs de jeux au Japon, elle travaille désormais en freelance pour divers médias, mais continue encore de composer pour des jeux comme Automedius ou encore Skullgirls plus récemment. 私がもし好きなゲームの音楽を担当できるとしたら、私が好きなゲームになるんですけれども、逆転裁判とそれからイコシリーズの2つのゲームは大好きなので、いつかできるとしたらやってみたいです。今やっているのは、アニメの音楽です。でそれはテレビではなくて日本のなんですけれども、フィギュアが主人公になる、ウェブ配信のアニメの音楽のお仕事をしています。去年とかやっていたのは CM の外国の CM の音楽とか、それからノーライフさんのそのゲームの番組の音楽とか、あとは、電子書籍の音楽も最近お仕事としてやっています。最初に絵をいただいてゲームのハードがそれぞれキャラクター可愛いキャラクターになってて、その学校ってことなのでこれから学校が始まるよっていう感じの曲にしようと思って作曲しました。Bien que les musiques de Castlevania, Twinbee et autres jeux Konami soient régulièrement jouées dans les concerts de jeux au Japon, c'est seulement en Europe qu'elle a pu jouer ses compositions sur scène. Un concert entièrement consacré à Castlevania eut même lieu en 2010 à Stockholm, où elle fut invitée à jouer avec l'orchestre. 寒い時でちょうど2月でしたね。2010年だったかな。2010年の2月、ものすごく寒いなとは思ったんですけれども、読んでいただいて、それで悪魔城ドラキュラのことが大好きな方たちのコンサートでした。でオーケストラも学生さんたちのユースオーケストラで初々しい感じで、指揮者の方もとってもフレンドリーで優しくしていただいて、で私はもうとにかく緊張してたんですけれども、皆さんの前で演奏できて楽しい思い出です。フランスのコミコンなんかも機会があったら行ってみたいと思っています。でフランスの方もいつもメールでファンレターとかたくさんいただいて励みになっています。いつもありがとうございます。フランスはですね、一度鈴鹿ちゃんを頼って遊びに行ったことがあって、で本当にいっぱい美味しいご飯と美味しいワイン飲んで楽しかったので、またいつか必ず遊びに行きたいと思っています。いつもありがとう。Avant de nous quitter, Yamane Michiru nous offre une petite surprise, Kaze no Okurimono, la musique du premier niveau de Detana Twinbee.
上です。 L'émission est terminée, j'espère que le reportage vous a plu. Puis voilà, on a pu la voir jouer au piano, c'est quand même assez rare. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas joué Twinbee en plus. Sur ce, Madame Yamane me dit qu'elle aimerait beaucoup jouer en France, donc si par hasard vous organisez une convention, voilà, elle aimerait bien venir. Surtout qu'elle avait déjà joué en Suède, par exemple. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait d'autre en ce moment, ou bien lui envoyer un petit message sur Internet. Bye bye! On continue avec le pipi et le caca. Maintenant, on est plus sur du caca. Un chercheur japonais, je pense qu'il n'y a qu'au Japon qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Un chercheur japonais a travaillé sur les bouts d'épuration, voilà, et a réussi à transformer les bouts d'épuration en steak de bœuf. D'accord ? Enfin, en gros, en steak de caca, plutôt. Puisqu'il réussit à enlever tout ce qui est dans le caca, tout ce qui est protéines, le transforme en texture de steak, il rajoute des protéines et du colorant, et il obtient un steak de bœuf, qui a le même goût que le steak de bœuf. C'est moins gras, plus diététique, meilleur pour la santé. Donc on se dit que c'est hallucinant. Par contre, donc il y a 2 problèmes, c'est que c'est 20 fois plus cher qu'un steak de bœuf normal, et c'est quand même pas un steak de bœuf, puisque c'est du steak au caca. Donc Ok, donc tu disais, c'est quoi la et donc, conclusion ? niveau communication, c'est pas facile, Alex, c'est vraiment pas facile. Niveau communication, c'est quand même pas facile pour communiquer de dire « Hey, c'est ça, hein, c'est de la viande, bon, c'est 20 fois plus cher et c'est au caca. » Mais qui va manger ça ? Voilà. La critique de jeu sur Darkstalker Résurrection, qui est juste une adaptation de Darkstalker en HD, quoi. Si elle est bien moins connue que celle des Street Fighter, la série des Darkstalkers occupe néanmoins une place de choix dans le cœur de nombreux amateurs de baston 2D, ainsi que dans celui de l'homme grâce auquel le retour en grâce du versus fighting s'est opéré, Ono Yoshinori. D'ailleurs, cela fait maintenant plusieurs années qu'Ono désire donner un véritable 4e épisode à Darkstalkers. Mais voilà, même à la grande époque, les mécaniques particulières de la série en faisaient déjà un jeu de niche, et on comprend donc que Capcom hésite à prendre le risque de relancer la saga. La décision fut donc prise de commencer par tester le potentiel de Darkstalkers via la ressortie à petit prix des épisodes 2 et 3 sous la forme d'une compilation dématérialisée, le bien nommé Darkstalkers Resurrection. À l'époque de la sortie du premier Darkstalkers, en 1994, l'immense majorité des jeux de combat adoptent des environnements urbains ou historiques et mettent en scène des protagonistes aux apparences et aux styles de combat réalistes. Enfin, aussi réalistes que peuvent l'être des personnages capables de lancer des boules de feu et de se téléporter, quoi. Pas vraiment réaliste du coup, mais sans vraiment partir dans le grand n'importe quoi non plus. Avec Darkstalkers, Capcom a donc décidé de frapper un grand coup afin de prouver à tout le monde que oui, les développeurs de la firme savaient encore faire autre chose que du Street Fighter 2. Parce que bon, en 94, on était déjà plus ou moins à la version Super Street Fighter 2X World Championship Edition Plus de New Challengers Return with a Vengeance. Alors les gens ont commencé à douter un peu, forcément. Mais là, on peut dire qu'ils ont vraiment innové pour le coup. Doté d'un roster rassemblant pêle-mêle vampires, loups-garous, succubes, momies et robots, Darkstalkers s'affranchissait de tout besoin de réalisme, ouvrant ainsi la porte en grand à tous les délires créatifs des designers de Capcom. S'il reste malgré tout basé sur le gameplay à 6 boutons de Street Fighter 2, le premier Darkstalkers apporte néanmoins un certain nombre de nouveautés. La possibilité d'annuler la fin de l'animation d'un coup en emportant un autre au bon moment. Le dash, la garde aérienne, les coups spéciaux que l'on peut rendre plus puissants en utilisant une barre de super, bref, beaucoup d'éléments qui seront développés et améliorés dans les épisodes suivants de Darkstalkers et qui inspireront toute la génération suivante de Versus Fighting. Là où dans un Street Fighter, les adversaires ont souvent tendance à se regarder en chien de faïence tout en guettant le moment opportun pour placer un coup, le game system de Darkstalkers encourage un comportement plus offensif. Entre les sauts très rapides, les dashs permettant de fondre sur son adversaire et d'enchaîner sans pause sur un coup, les combos souvent assez simples à réaliser, la barre de super se rechargeant suffisamment rapidement pour sortir des coups boostés comme s'il en pleuvait, tout est fait pour dynamiser le jeu et favoriser l'attaque par rapport à la défense.
Night Warriors Darkstalkers Revenge, le second épisode de la série, reprend peu ou prou les mêmes mécaniques de jeu que son prédécesseur, avec quelques ajouts. La barre de super peut désormais stocker jusqu'à 9 niveaux d'énergie au lieu d'un seul, ce qui permet de lancer coup sur coup plusieurs techniques dévastatrices et de potentiellement renverser l'issue d'une confrontation mal engagée. Il devient également possible, sous réserve d'un placement et d'un timing correct, d'attaquer un adversaire après l'avoir mis au sol pour gratter quelques dégâts supplémentaires alors qu'il est sans défense. Le fair play, c'est surfait. Mais c'est avec Darkstalkers 3 que le gameplay de la série atteint son apogée et se distingue véritablement de tous les autres jeux de l'époque. L'évolution la plus marquante se situe au niveau de la jauge de vie. Les dégâts encaissés après avoir reçu chaque coup ont en effet toujours deux composantes, les dégâts permanents et les dégâts temporaires. Représentés en blanc sur la jauge de vie, ces derniers guériront d'eux-mêmes tant qu'on ne se sera pas fait toucher à nouveau. La deuxième chose que l'on ne tarde pas à remarquer, c'est qu'on n'a plus une seule seconde pour souffler un peu entre deux rounds. En effet, lorsque la vie d'un des combattants est épuisée, les positions des deux protagonistes ne sont pas réinitialisées. Le perdant se relève immédiatement avec une nouvelle jauge remplie à bloc, tandis que le vainqueur garde son niveau de vie inchangé. Il faudra être au taquet du début à la fin du match afin de ne laisser aucun répit ni aucune ouverture à son adversaire. Le dernier gros ajout de cette troisième version est le passage en Dark Force, que l'on active d'un appui sur les boutons pied et poing de même force, respectivement les deux touches de coup faible, moyen ou fort donc. Une fois dans ce mode à la durée de vie limitée, représentée par une jauge située sous la barre de vie, diminuant inéluctablement, chaque combattant acquiert un pouvoir spécifique. Doppelganger, super défense, annulant tout hit stun, vol, etc. La maîtrise de toutes les subtilités de gameplay de Darkstalkers 3 s'avéra donc une tâche longue et ardue, tant on a de quoi faire et tant le jeu se révèle profond et exigeant. Night Warriors et aussi et surtout Darkstalkers 3 sont tous deux d'excellents jeux, c'est indéniable. Graphiquement en revanche, Iron Galaxy a fait le même choix que pour ses rééditions de Street Fighter 3.3 et de Marvel vs Capcom Origins, pas de véritable refonte HD des sprites, il faudra se contenter de quelques filtres, pas franchement jolis à regarder, et évoquant le lissage accompli par les émulateurs Super NES d'il y a 10 ans. Quoi qu'il en soit, le choix entre une refonte totale et de simples filtres n'est jamais évident à faire. En redessinant les sprites, on risque de perdre tout le charme et l'attrait du design original, mais le résultat obtenu avec un filtre est souvent décevant. Dilemme cornélien s'il en est. Mis à part ces considérations de traitement HD, on retrouve également tous les autres paramètres d'affichage déjà implantés dans 3.3 et MVC. Scanlines, image étirée en 16/9, effet bombé imitant l'aspect d'un moniteur arcade, ou même borne vue de côté comme si l'on regardait l'écran par-dessus l'épaule de quelqu'un d'autre. Le jeu fera vibrer la collectionnite de certains grâce à un système d'objectifs à atteindre permettant de débloquer d'innombrables artworks, concept arts et vidéos, assurant de longues heures de jeu à qui souhaiterait tout voir. Côté multi en ligne, on retrouve sans surprise un netcode irréprochable grâce à l'utilisation de GGPO qui permet de maintenir le lag au minimum possible et plusieurs filtres de recherche d'adversaires, par région, par niveau et par ping maximum. En plus des matchs rapides en 1 contre 1, il est possible de créer des salons contenant jusqu'à 8 joueurs qui pourront regarder les combats des autres en attendant leur tour. Salon dont l'autre pourra également à sa guise interdire l'entrée à certains combattants, histoire d'éviter de devoir affronter le perso God Tier cheaté que l'on ne peut pas encadrer en peinture. Ne faites pas les innocents, il y en a toujours au moins. Cerise sur le gâteau, pour qui souhaiterait partager les replays de ces affrontements, une fonctionnalité permet d'uploader directement sur YouTube ces vidéos sauvegardées, sans avoir besoin de carte de capture ou de boîtier de saisie quel qu'il soit. Un vrai sans faute du côté des fonctionnalités online. Au final, Darkstalkers Resurrection est donc une excellente compilation et vaut largement la peine qu'on s'y intéresse si l'on est sensible au charme du versus fighting 2D, surtout au prix d'une quinzaine d'euros. Et qui sait, si les ventes de la compilation s'avèrent à la hauteur, peut-être aura-t-on droit à un véritable 4e épisode après un hiatus ayant duré 16 longues années. C'est en tout cas tout le mal qu'on peut souhaiter à Darkstalkers. Alors, non, mais vraiment, sans déconner, ça c'est le truc, c'est ça qui m'a donné envie de rechercher le pipi et le caca ce week-end. J'ai vu un reportage sur Arte, mais qui était hallucinant. Je suis resté devant ma télé comme 2 ronds de flanc, j'ai envie de dire. Vraiment. En fait, il y a un mec qui s'appelle donc Hennig Brandt, qui était un alchimiste. Donc, vous voyez ce que c'était, les alchimistes, c'est les mecs qui cherchaient la pierre philosophale. Mais en gros, à l'époque, il croyait que toute la Terre, tout a été créé à partir de 4 éléments.
Donc, les gens croyaient, les alchimistes croyaient que sur Terre, tout était créé à partir de 4 éléments. Je me dépêche pour pas être coupé. Donc, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, vous savez, tous ces trucs, ces éléments qu'on retrouve dans les dessins animés, souvent, le feu qui combat ça. En fait, ça vient des alchimistes, en fait. Ça vient de vieilles croyances qui croyaient que le monde était fait à base de ça. Et donc, les alchimistes, c'était des mecs qui cherchaient la pierre. Ils cherchaient la pierre philosophale qui était censée donner la vie éternelle. Et donc, un jour, ce mec, en Allemagne, en 1669, je crois que c'était les derniers alchimistes. Donc ce gars a l'idée, mais alors, je pense qu'il avait tout fait. Le mec, il s'était dit, bon, je vais mélanger ce liquide avec ce liquide, ce liquide avec ce liquide. Et au bout d'un moment, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai jamais fait chauffer mon urine. Alors le mec, il pisse dans un truc en verre et il fait chauffer l'urine. Mais avec un four, mais un truc qui fait chauffer l'urine à un truc, mais à un degré hallucinant. Et bizarrement, on pourrait croire qu'on n'obtient rien quand on fait chauffer de l'urine. Et ben le gars obtient de la pierre, un petit bout de pierre blanche. Et donc le mec, bon, il se dit, tiens, c'est pas la pierre philosophale, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il le fait brûler. Et au moment où il fait brûler cette pierre, il y a une lumière intense qui jaillit, mais ça brûle, mais vraiment. Et en fait, cet homme avait découvert le phosphore. Le phosphore a été découvert en faisant cuire du pipi. Et donc, il y a le mec qui a découvert le phosphore, il l'a découvert en faisant cuire du pipi. C'est vrai, véridique. C'est ouf, hein? On regarde Retro and Magic sur Space Quest et je suis très fatigué de ces coupures incessantes. Espace, ultime frontière. Ce qu'il y a de bien avec le cosmos infini, c'est que l'on peut y raconter toutes sortes d'histoires. Space opéra, horreur ou même comédie. C'est d'ailleurs le credo de l'une des séries emblématiques de Sierra, la série des Space Quest. Space Quest naît de l'imagination de deux développeurs de Sierra, Mark Krove et Scott Murphy, surnommés les deux types d'Andromède. À l'époque, Krove et Murphy ont le sentiment que les jeux Sierra, comme la série King's Quest, se prennent beaucoup trop au sérieux. En plus, on y meurt tout le temps, ce qui n'est pas franchement amusant. Quitte à mourir dans un jeu d'aventure, autant que ces morts soient rigolotes, se disent-ils. Donc autant que le jeu lui-même soit placé sous le signe de l'humour. Ils pitchent cette idée à Ken Williams, le patron de Sierra, qui décide de leur laisser leur chance. Pour trancher avec l'univers médiéval de King's Quest, Krove et Murphy optent pour un univers de science-fiction parodique, Space Quest est né. Space Quest se déroule dans le système stellaire Ernon, où les scientifiques de la planète Xénon ont mis au point un appareil appelé le Star Generator, capable de créer un soleil. Cet appareil pourrait sauver la planète Xénon dont l'étoile se meurt d'une nouvelle ère glaciaire. Évidemment, entre de mauvaises mains, le Star Generator pourrait se transformer en arme redoutable. Alors que l'appareil se trouve à bord du vaisseau scientifique Arcada, les malfaisants saariens abordent le vaisseau, s'emparent du Star Generator et tuent tous les membres d'équipage. Tous? Non, car un valeureux héros a survécu à l'assaut. Non, attendez, mauvaise fiche. En fait, le survivant n'est autre que Roger Wilco, agent d'entretien de l'Arcada aussi maladroit que paresseux. Le destin de Xénon est désormais entre les mains de Roger et celui de Roger entre les mains du joueur. Space Quest est basé sur le moteur AGI et utilise une interface au clavier dans laquelle le joueur doit taper les actions à effectuer. Comme dans tous les jeux Sierra, on meurt très souvent dans Space Quest et de manière assez arbitraire. Mais le jeu reste amusant grâce à son atmosphère dans la veine du Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Le jeu fera l'objet d'un remake en VGA et au gameplay point and click en 1991. En 1987, Roger Wilco est de retour pour une nouvelle aventure. En récompense pour ses exploits dans le premier épisode, Roger a été promu balayeur en chef de la station orbitale Xénon 4. Bon, le problème c'est qu'il est aussi le seul balayeur de la station. De toute façon, tout cela devient rapidement le cadet de ses soucis, puisque Roger se fait enlever par Sludge Vohall, l'inventeur original du Star Generator, cherchant à se venger de Xénon. Il s'avère que c'est Vohall qui avait recruté les Saariens du premier épisode pour voler le Star Generator, et Wilco ayant contrecarré ses plans, Vohall a décidé de l'éliminer. Évidemment, Roger survit et va devoir mettre un terme au nouveau plan diabolique de Vohall, envahir Xénon à l'aide d'une armée de VRP clonés. Space Quest 2 est très similaire au premier épisode, mais propose une aventure encore plus délirante que son prédécesseur.
Ayant terminé Space Quest 2 à la dérive à bord d'une navette de survie, Roger Wilco est tiré de son sommeil cryogénique en 1989 avec Space Quest 3, The Pirates of Pestulon. À bord du colvert aluminium, son nouveau vaisseau récupéré dans une casse galactique, Roger va devoir affronter les pirates informatiques de la société Scumsoft qui ont enlevé les 2 types d'Andromède afin de les forcer à créer des jeux pour eux. Une drôle de mise en abîme pour un jeu qui ne l'est pas moins. Space Quest 3 utilise le nouveau moteur SCI de Sierra et propose donc un gameplay mélangeant instructions au clavier et contrôle à la souris. Notons que la bande-son du jeu était composée par Bob Siebenberg, batteur du groupe Supertramp. Pour sa 4e aventure en 1991, Roger Wilco sort le grand jeu. Space Quest 4 propose un contrôle à la souris intégral, des graphismes en 256 couleurs et exploite même le support CD. Après avoir sauvé les 2 types d'Andromède, Roger pensait pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Mais voilà que son ennemi juré, Vohol, ressurgit d'entre les morts et tente à nouveau de tuer Roger. Hello, Roger Wilco. Surprised to see an old friend? Notre intrépide balayeur galactique ne doit sa survie qu'à de mystérieux voyageurs temporels qui l'emmènent dans un lointain futur à l'époque de Space Quest 12, où Vohol est parvenu à détruire Xenon. C'est le début d'une grande aventure à travers le temps, réalisée avec un budget conséquent pour l'époque, $1 million. You now have the unstable ordnance. 2 ans plus tard, Roger Wilco se lance dans une nouvelle aventure parodiant joyeusement Star Trek et Alien. Inscrit à l'académie Starcon, Roger réussit contre toute attente son test d'aptitude haut la main et devient le capitaine de son propre vaisseau aspirateur, le SCS Eureka. Contrairement aux précédents épisodes de la série, Space Quest 5 est découpé en une série de missions à la façon des épisodes de Star Trek. Petit à petit, une menace se dessine. Un mutagène se répand à travers le cosmos, transformant ceux qui le touchent en monstres voraces et gluants. Seul Roger et son équipage peuvent nettoyer la galaxie, mais notre technicien de surface spatiale devra également faire face aux brimades de l'arrogant capitaine Quirk et trouver comment gagner le cœur de la belle Béatrice Wankmeister, dont il sait, suite aux imbroglios spatio-temporels de l'épisode précédent, qu'elle est destinée à devenir la mère de son fils. Space Quest 5 sera le dernier épisode de la série dirigé par les 2 types d'Andromède. Roger Wilco revient dans une ultime aventure intitulée The Spinal Frontier en 1995. Cet épisode repousse à nouveau les frontières du possible en matière de graphisme, proposant des graphismes en SVGA utilisant le moteur SCI-32. Envoyé en cour martiale pour avoir violé les régulations de Starcon durant l'épisode précédent, Roger est démis de son rang de capitaine et redevient simple balayeur à bord de la station Deep Ship 86. Lors d'une permission sur la planète Polysorbat 60, Roger se retrouve embarqué dans une nouvelle épopée faite de gaffes, de bravoures souvent accidentelles et même d'une aventure intérieure. Space Quest 6 fut conçu par le designer Josh Mandel, tandis que Scott Murphy officia en tant que consultant créatif. You are hereby ordered to resume your duties immediately as janitor second class on board. Roger Wilco aurait dû revenir en 1997 dans Space Quest 7. Malgré la présence d'un teaser inclus dans une compilation réunissant les 6 premiers épisodes, cette suite ne vit jamais le jour. Sierra tenta de rebooter la série au début des années 2000 sous la forme d'un jeu de plateforme sur Xbox, projet qui fut lui aussi annulé et dont il ne reste que quelques vidéos de mauvaise qualité. Pour trouver un vrai successeur à Space Quest, outre les différentes suites réalisées par des fans, il faudra sans doute attendre la sortie de Space Venture, le nouveau jeu des 2 types d'Andromède financé par Kickstarter. En fait, dans cette émission, je crois qu'on a créé un nouveau concept, c'est que la caméra, c'est lorsque pendant 1 minute ou 1 minute 30 et après elle coupe. Donc en fait, c'est un peu comme une émission tweet, voilà. T'as pas le droit à plus d'1 minute 30, sinon après t'es baisé. Juste après, c'est Nihongo da Kade Kimitsu, je sais pas le dire, Japan in Motion. De toute façon, c'est pas grave, je vais te couper. Merci beaucoup. Au revoir.